Deuxième vidéo lecture manga du mois, franchement je m'impressionne. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo lecture manga, comme son nom l'indique, je vais vous parler des derniers trucs que j'ai lus, et ce dans le but de vous partager mes impressions globales par rapport aux dernières séries sorties. Au programme il y a vraiment du lourd, je vais vous montrer ça juste après, mais comme toujours on en parle juste après le générique. Avant d'aller plus loin, comme toujours, je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus si vous aimez ce type d'émission. Je peux que vous recommander également de vous abonner à la chaîne si vous n'avez toujours pas franchi le pas. Je rappelle que c'est totalement gratuit, ça permet justement à votre niveau de me soutenir et en plus comme ça vous pourrez suivre toute l'actu manga gratuitement. Et comme toujours, je vous rappelle que je suis présent sur Twitter et Instagram, les liens sont à l'écran et en description. Et dans un premier temps, on va dire que My Hero Academia, décidément, il nous fait un sans faute depuis plusieurs tomes. Parce que c'est un enchaînement de masterclass à chaque fois. Je dois avouer que je me suis encore pris une claque, donc là-dessus j'ai rien à dire à part merci Koei Horikoshi. Franchement, ce mec là est juste trop fort. Dans ce nouveau volume absolument sans temps mort, en fait, toute la construction puis la déconstruction du personnage de Shigaraki dans les précédents volumes va prendre enfin tout son sens. En fait, avec Shigaraki, on le voit dans ce volume, c'est simple, on a bel et bien affaire à l'ultime bad guy de My Hero Academia. Shigaraki maintenant c'est tout simplement l'héritier légitime de All for One, et le personnage est maintenant au sommet de sa puissance et de son charisme. Et autant vous dire que les dommages collatéraux seront nombreux. D'ailleurs, un des points qui était pas mal dans ce nouveau volume, c'est que en fait la rivalité Izuku et Shigaraki fait enfin sens. Elle était pas forcément logique, mais maintenant elle l'est. Et je trouve que justement ça lui donne une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension. Et franchement, j'ai très hâte de voir justement ce qui va se passer dans le tome 29. Et franchement, c'est quand tu découvres en fait obligé en main une histoire pareille, un tome pareil, c'est là que t'es content vraiment de ne pas lire les scans. Bon, des fois c'est un peu compliqué, mais là franchement c'est vraiment la consécration, la récompense, et tu sais vraiment pas comment les choses vont se passer. Bref, rendez-vous le 1er juillet 2021 pour découvrir la suite. Pendant qu'on est sur les masterclass, enchaînons avec Demon Slayer, et tout s'accélère absolument dans ce tome. L'arc de l'entraînement des piliers se conclut assez brutalement dans ce volume, mais pour laisser place à notre plus grande surprise à l'arc final, le combat ultime, la dernière ligne droite du manga. Parce que les événements dans ce tome s'enchaînent à une vitesse absolument folle, tout comme d'ailleurs les révélations qui sont absolument nombreuses. Il y a plein de dialogues avec des, on va dire, des moments importants, et principalement concernant l'antagoniste du manga, donc Kibutsuji Muzan. Et d'ailleurs les dialogues sont tellement importants dans ce volume que en fait par moment j'ai carrément relu plusieurs fois certains dialogues pour être sûr d'avoir lu ce que j'avais lu. Finalement, bon, on s'en doutait un peu, mais Kibutsuji Muzan est profondément lié, on va dire, avec les Demon Slayer, donc tout simplement les pourfendeurs de démons. Et au cours de la lecture, on va découvrir tout ça dans un dénouement des plus surprenants. Donc autant vous dire que les fans d'action seront, on va dire, ravis dans ce sprint final qui démarre enfin pour le manga, et qui sera donc logiquement sans temps mort jusqu'au tome 23, donc le dernier tome du manga. Vivement le tome 17. Beaucoup l'attendaient, beaucoup m'en ont parlé, mais ça y est, on va enfin parler du très attendu Kaguya-sama Love is War, avec les deux premiers tomes que j'ai reçus de la part de Pika Édition. Alors l'histoire de Kaguya-sama Love is War est plutôt simple. L'histoire nous entraîne aux côtés de Miyuki et de Kaguya, qui sont respectivement président et vice-président du bureau des élèves de la prestigieuse académie Shushin. Et au sein justement de cet établissement, leur statut social force l'admiration et le respect de tous les élèves de l'académie envers nos deux héros. Mais en coulisses, ces deux héros de nature, on va dire, imperturbable, se livrent en fait une bataille sans merci. Faire avouer les sentiments de l'autre en premier. En effet, Miyuki et Kaguya souhaitent tous les deux en fait sortir ensemble, mais les deux se livrent en fait une guerre d'ego sans merci afin de déterminer qui craquera en premier et révélera justement ses sentiments en premier. Et bien entendu, le premier à craquer sera le grand perdant de cette guerre que nos deux héros se livrent, et ce sans relâche. Voici donc pour les grandes lignes du manga. Le speech, pour ceux qui ne connaissent pas le manga, peut paraître un peu what the fuck au premier abord, voire peut-être un peu poussé, j'ai envie de dire. Pour le coup, on n'a pas à faire un manga comme les autres, mais franchement, je trouve que la recette fonctionne plutôt bien. Et vous allez voir d'ailleurs au cours de cette review, j'ai un avis totalement paradoxal par rapport à tout ce que je vais dire là, mais on reviendra là-dessus. Et si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, en effet, avec Kaguya-sama, nous faisons tout simplement face à une comédie romantique bien plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. Une comédie romantique vraiment pas comme les autres. Et on a donc là affaire à un manga, on va dire, très stratégique, très axé sur la psychologie, qui repose vraiment sur des affrontements intellectuels entre nos deux héros, à savoir donc Kaguya et Miyuki. C'est un mélange qu'on peut plutôt saluer, surtout quand on parle de comédie romantique, mais franchement, c'est un mélange des plus étonnants et des plus efficaces. De ce fait, justement, le manga il se renouvelle au fur et à mesure des chapitres par rapport à son intrigue et par rapport au gag et tout ce qui est mis en place, pour à chaque fois nous présenter de nouveaux affrontements psychologiques originaux. Et il y a certains dialogues des fois qui sont absolument surréalistes. Mais au final, l'auteur arrive à se renouveler, je trouve, avec brio à chacun des chapitres, tout en développant justement ses personnages principaux, sauf justement dans le premier chapitre du tome 2. Et donc avec Kaguya-sama Love is War, on fait tout simplement face, on va dire, à une œuvre beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fine et beaucoup plus subtile qu'à l'habituel avec les comédies romantiques qu'on trouve habituellement sur le marché du manga. En revanche, et c'est là où ça va être un peu paradoxal, bien que j'arrive à déceler, on va dire, les qualités du manga, et que sincèrement j'ai plutôt passé un bon moment de lecture
à la découverte de ces 2 premiers tomes, j'ai pas du tout accroché au concept du manga. Donc après 2 relectures de ces 2 premiers tomes, si vous voulez, j'arrive à saisir le concept et comprendre justement la recette qui fait le succès du manga, comme expliqué d'ailleurs précédemment. Mais personnellement, ça ne m'a rien fait, je suis pas tombé sous le charme du manga, et je suis pas tombé non plus sous le charme de l'univers que nous présente Aka Akasaka. En fait, pour moi, il manque encore un petit je ne sais quoi au scénario, à l'histoire, en fait, pour tout simplement me prendre par la main et me faire tomber sous le charme du manga, et me faire tomber sous le charme de la série de façon générale. Personnellement, je vais me laisser jusqu'au tome 5, on va dire, en lecture manga, afin de savoir si je vais continuer ou pas le manga et l'histoire. Mais d'ici là, on va dire que j'attends vraiment une nouvelle direction scénaristique, et qui me permettra d'ailleurs d'avoir un nouveau regard sur la série. En tout cas, franchement, c'est véritablement un manga avec des qualités, c'est juste que bon, perso, j'ai pas accroché. On enchaîne ensuite avec un manga qui est pour moi un des meilleurs mangas qui est sorti en 2020, c'est tout simplement Spy Family. Et franchement, quel plaisir de se poser d'enfin découvrir un nouveau tome de Spy Family. Perso, je trouve vraiment toujours aussi incroyable ce manga par rapport à ses différentes thématiques et ses différentes valeurs vraiment axées sur la famille au sens large. Ce que j'apprécie également avec le manga, c'est que Spy Family, c'est un manga qui sait prendre le temps, qui sait prendre son temps, afin de développer son récit, son univers, ses personnages. Et c'est un manga qui à chaque fois avance en termes d'intrigue, mais ça avance progressivement, sans pour autant enchaîner les arcs à une vitesse folle. Ce nouveau tome, il est beaucoup plus centré sur le personnage de la petite Anya et son quotidien au sein de l'école Eden. C'est vraiment très plaisant, et connaissant bien sûr le personnage d'Anya, cela occasionne vraiment des séquences absolument tordantes et des passages vraiment drôles. Et la fin du tome en plus nous tease l'arrivée, on va dire, d'un nouveau membre pour la famille, donc j'ai très hâte de lire le 4e volume. Et en plus, comme le tome 2, justement, ce tome 3 est agrémenté, on va dire, d'un one-shot, qui cette fois prend le temps de développer le personnage de Yor. Donc franchement, au final, ça fait vraiment plaisir de découvrir ce volume. Et franchement, si vous n'avez toujours pas commencé la série, je ne peux que vous la conseiller. Ça y est, on va parler maintenant donc du dernier tome de Swing Ace. Et j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ce tome, mais pour moi, en fait, justement, ce 5e volume de Swing Ace, il prouve tout simplement que tu peux conclure un manga avec perfection. Parce que oui, je trouve la conclusion du manga absolument satisfaisante. Et dans un premier temps, il faut retenir que ce 5e et dernier tome, c'est un manga qui, jusqu'au bout, va jouer avec nos attentes, les attentes des lecteurs, mais qui va jouer également avec nos émotions. Finalement, contrairement à ce que je pensais dans ma review précédente, le manga et la fin du manga n'est pas rushé. Alors c'est vrai, au final, il y a quand même quelques ellipses et sauts temporels dans le récit de ce dernier tome, mais ce qui ne vient pas gâcher le scénario, bien au contraire. C'est un tome qui va véritablement se centrer une dernière fois sur la rivalité Eiichiro et Koyo, mais également sur leurs sentiments respectifs envers Haru et Ruka, qui va pas forcément évoluer de la façon dont on pensait. Parce que les auteurs dans ce nouveau volume, ils s'amusent même en fait à déconstruire ce qu'ils avaient construit dans le tome 4, et ce en fait afin de semer la confusion dans l'esprit du lecteur au moment de la lecture, et franchement c'était plutôt bien vu. Bref, en tout cas pour moi ce tome c'est un sans faute encore une fois, et j'aurais vraiment été entraîné jusqu'au bout par le récit, et franchement ça c'est mission réussie pour les scénaristes. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui regretteront justement que le côté on va dire sportif du manga ait été un peu délaissé pour un truc un peu plus tranche de vie, mais perso de mon côté c'est totalement validé, puis je trouve que ça respecte un certain équilibre. Donc voilà, Swimming Ace c'est fini, mais je ne peux que vous recommander ce manga en 5 tomes, franchement c'était vraiment très cool. Là cette fois maintenant on va parler d'une grosse claque que je me suis prise, et c'est un manga que je n'attendais absolument pas. Parce qu'avec le manga pour le pire c'est simple, c'est typiquement le manga que t'attends pas du tout, qui au premier abord t'attire pas plus que ça par son concept on va dire, mais au final qui arrive à te bluffer et qui te met une vraie claque. Alors le manga nous plonge aux côtés du personnage de Arata Natsume, un employé d'aide sociale à l'enfance qui réside à Tokyo, qui va se retrouver à demander en mariage une terrible tueuse en série, Shinju Shinagawa, afin d'aider un jeune homme du nom de Takuto à retrouver une partie du cadavre de son père, une des victimes de Shinju Shinagawa. Donc sans trop vous en dévoiler, voilà donc on va dire pour le speech du manga. Et au final, contre toute attente, le manga s'avère être un thriller psychologique absolument efficace, qui je trouve soulève beaucoup de questions éthiques et morales. Et en fait, si vous voulez, pour faire simple, le manga pour le pire, c'est clairement un manga qui brille grâce à son scénario. Parce que le scénario du manga et l'écriture des personnages est tellement efficace, on va dire. Au final, on s'est baladé absolument dans tous les sens par le personnage de Shinju. Est-ce qu'elle est vraiment la serial killeuse que tout le monde soupçonne? Est-elle innocente ou coupable? Malgré le fait qu'il s'agisse d'une mythomane avérée doublée d'une psychopathe, on en vient clairement à douter en tant que lecteur au cours de la lecture. Voire même, et c'est là où c'est le plus impressionnant, on arrive même à avoir, on va dire, de la sympathie envers le personnage, alors que c'est clairement une serial killeuse absolument tordue. Et c'est ça qui est absolument bluffant avec le manga, c'est que le lecteur et le héros du manga se retrouvent en fait dans une même phase psychologique, et on en vient à penser justement comme le héros. Et ça, c'est vraiment une expérience à part entière. Donc le scénario du manga, il est véritablement efficace, et ça repose vraiment essentiellement et uniquement sur l'écriture et le scénario de Taro Nogizaka, qui nous présente un travail juste bluffant. Ce qui est marrant également avec le manga pour le pire, c'est qu'on peut faire clairement par exemple un parallèle avec le manga Joker, où justement, si vous l'avez sûrement vu, justement, les spectateurs font face à la lente montée en puissance d'un psychopathe, tout en éprouvant justement de la sympathie et de l'affection envers celui-ci. Et bah là, on est clairement dans ce genre de registre. Et le manga, il me fait également penser à un autre film, donc centré sur le personnage de Ted Bundy. Et donc de mémoire, c'est un film où le personnage de Ted Bundy, il est incarné par Zac Efron. Et tout le long du film, en fait, on fait tout simplement face à un serial killer, mais un manipulateur, qui mène tout simplement les spectateurs en bateau du début à la fin du film. Parce que le gars, on sait
sait de base qu'il a commis des crimes, mais il arrive à faire douter le spectateur quant au fait qu'il soit véritablement coupable. Et bah là, c'est clairement la même chose avec le manga Pour le pire. Donc voilà, avec cet excellent premier tome de Pour le pire, on fait clairement face à un manga de cette envergure, et c'est vraiment ça qui fait plaisir. J'en attendais pas grand chose, et maintenant j'ai vraiment très hâte de découvrir le tome 2, et je vous en parlerai directement en vidéo. Cette fois, on va parler de Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplet. Et en fait, j'avais lu le tome 7 au moment de sa sortie en février, mais je me suis rendu compte que j'avais totalement zappé de vous en parler. Mais bon, donc on va remédier à ça. Donc après l'excellent tome 6 de Gotobun, marqué tout simplement par une évolution du personnage de Nino, Negiaruba, donc le mangaka et l'auteur du manga, va tout simplement justement continuer sur cette lancée et chambouler son récit. Dans ce tome, le personnage de Futaro va redevenir progressivement le professeur des Nakano, mais ce retour progressif et le changement soudain au sein de la famille Nakano va tout simplement contraindre le père des quintuplets à enfin entrer en scène. Et au final, il s'avère que le père des Nakano est loin d'être une personne sympathique. J'ai même envie de dire loin de là, mais on va rester dans le politiquement correct. Et le père des Nakano va même à un moment justement dénigrer sa propre fille, à savoir Yotsuba. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'image du personnage. Et cette intervention, elle est d'autant plus importante dans le récit parce qu'elle va marquer justement une évolution et une opposition justement entre les sœurs Nakano et leur père. Et en fait, c'est justement une opposition qui va être nécessaire à leur évolution. Et à la suite justement de cette intervention qui va prendre, on va dire, un gros morceau de l'histoire, le reste du tome, il va se focaliser tout simplement sur la suite des examens. Et là aussi, justement, l'auteur, donc Negiaruba, va nous présenter un parti pris scénaristique assez intéressant, car nous allons suivre chapitre après chapitre justement l'évolution des examens chez les différentes sœurs Nakano, et chaque chapitre sera vraiment concentré sur une sœur Nakano et son passage par rapport à ses tests et ses évaluations. Donc à partir de ce moment-là, chaque chapitre sera vraiment dédié à chacune d'entre elles, qui je trouve était pertinent et plutôt audacieux au moment de la lecture. Bref, c'était encore une fois un tome très intéressant qui fait avancer en plus l'histoire, donc j'ai très hâte de vous parler du tome 8. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous parler justement d'une dernière grosse nouveauté qui est parue en France. C'est tout simplement justement un des gros mangas, un des derniers du Weekly Shonen Jump, et il s'agit tout simplement de Mission Yozakura Family. Forcément, comme c'est un manga directement issu du Weekly Shonen Jump, c'est un manga que j'attendais avec impatience, et je dois avouer que j'ai vraiment apprécié ce premier volume. Alors certes, c'est vrai, on va dire le volume n'est pas grandiose dans sa structure, mais je trouve quand même qu'il a le mérite de mettre en place l'univers du manga, l'univers de la série, et nous présenter justement la famille Yozakura. Et le manga nous raconte l'histoire de Teiyo, un lycéen très réservé et orphelin. La seule personne avec qui il a véritablement un lien n'est autre que son ami d'enfance, Mutsumi Yozakura, la fille d'une illustre famille d'espions. Mais à la suite d'un certain événement, il se pourrait bien que Teiyo doive rejoindre la famille Yozakura afin de sauver Mutsumi. Voici donc pour le speech très vague par rapport à ce premier tome, j'en dis pas plus pour vous laisser la découverte. La lecture est vraiment agréable et efficace par rapport à ce premier volume, et c'est un premier volume qui nous permet vraiment de découvrir la famille Yozakura, et ça c'est vraiment un élément important parce que la famille Yozakura est composée de beaucoup de membres, et vraiment ce premier volume il s'attarde sur chacun des membres de la famille Yozakura, qui sont des personnages on va dire haut en couleur et tous un peu plus barrés les uns que les autres, et on va dire que c'est des personnages vraiment originaux, que ça soit dans leur design ou dans leur caractère. Donc la famille Yozakura est vraiment pas une famille d'espions comme les autres, mais vous allez comprendre pourquoi. En plus de ça, le premier tome ne fait pas l'erreur justement de rusher justement la présentation des personnages. Non, l'auteur pour le coup il prend plutôt le parti pris de prendre son temps pour développer son histoire, mais tout en gardant on va dire son récit divertissant. Et là-dessus pour moi scénaristiquement c'est vraiment pertinent. En tant que manga shonen pur et dur, on va dire que le manga pour moi décolle vraiment dans les 2 derniers chapitres, où l'action à partir de ce moment-là se met véritablement en place. Et déjà ce qu'on peut remarquer c'est que dès la fin du tome, donc Teiyo, donc le personnage principal, commence déjà à prendre beaucoup d'épaisseur et d'ampleur je trouve, et même de charisme. Et perso j'ai très hâte de découvrir son évolution dans les prochains tomes, et de voir justement où ce que l'auteur va nous amener. En tout cas un très bon premier tome, très efficace je trouve, classique certes, mais qui a le mérite de faire les choses bien, et je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous êtes fan des mangas du Shonen Jump. Et pour conclure en beauté cette émission, on va parler du 4e tome de l'excellent Hitman, les coulisses du manga. Alors pour petit rappel, c'est un manga qui se focalise on va dire sur le monde de l'édition et le métier d'éditeur au Japon, mais ce justement chez l'éditeur Kodansha, donc un des leaders du marché du manga au Japon, et au sein de la rédaction du Weekly Shonen Magazine, le célèbre magazine de prépublication de l'éditeur. Et ce volume encore une fois il est très intéressant parce qu'il nous montre en fait différents aspects et différentes facettes du métier d'éditeur dans ce milieu. Là dans ce volume on va surtout se concentrer on va dire sur les oppositions internes entre éditeurs et au sein d'un même service et au sein d'une même rédaction d'un magazine. Ce 4e volume il va également nous permettre d'étudier justement la gestion de conflits en interne au sein même d'une maison d'édition, et ce auprès d'un client, d'un prestataire externe, et les conséquences on va dire que peut entraîner justement de mauvaises négociations, de mauvaises relations commerciales dans le milieu de l'édition, surtout l'édition de manga, et on va découvrir également que ça peut coûter beaucoup d'argent à une société. Et ce point là je le trouve vraiment encore une fois très intéressant, parce que encore une fois dans ce volume on se rend compte que Kodansha c'est avant tout une entreprise qui est là tout simplement pour défendre
ses intérêts et générer du business. Et que par conséquent, le manga, avant d'être justement un truc un peu artistique, c'est avant tout un business, une industrie qui génère du pognon. Ce qui est sympa, c'est que ce nouveau volume du manga, il a un côté encore une fois très rom-com, voire harem à certains moments. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça rend pas la lecture désagréable, bien au contraire. Et ce que j'ai également apprécié dans ce nouveau volume, c'est que l'auteur, donc Kuji Seo, il se permet même d'être un peu méta, on va dire, sur certains passages, certains dialogues. Ce que je trouve super intelligent quand on parle d'un manga qui traite justement de l'univers du manga. Il y avait déjà eu quelques passages, on va dire, un peu méta, mais assez subtils dans le tome 2. Et là, Kuji Seo, il remet ça sur la table. Je trouve ça vraiment habile de la part de l'auteur, c'est plutôt bien vu. En plus, c'est généré de façon, on va dire, assez intelligente et pertinente par rapport à l'histoire. Et c'est pertinent donc par rapport à l'œuvre. Bref, encore une fois, pour moi, c'est totalement un sans faute par rapport à ce 4ème volume. Et si vous aimez encore une fois les mangas qui se concentrent vraiment sur les coulisses du fonctionnement des mangas, que ce soit l'édition, la publication, etc., vous allez vraiment kiffer. Bref, en tout cas, je pose ça là et ça nous mène donc à la fin de notre vidéo. Voilà donc pour cette grosse vidéo lecture manga. Comme toujours, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à me donner justement votre avis par rapport à mes reviews dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez soit de mes reviews, soit des mangas justement que je vous ai présentés? Votre avis m'intéresse toujours, ça je le cache pas. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.